Bonjour à tous, je suis très content de vous accueillir dans ce podcast audio Océance. Au micro, c'est Rodolphe Forger, vidéaste et blogueur sur le sujet de l'eau. Dans ce podcast, j'ai trouvé utile de parler des risques sur notre santé à prendre une douche chaude sans filtrer le chlore et le calcaire d'une eau du robinet. Pour cela, j'ai interviewé Yann Oliveau, l'auteur du livre La nature de l'eau, lors d'un direct sur la chaîne YouTube Océance il y a quelques jours de cela. L'enregistrement a duré 2 heures que j'ai raccourci à 15 minutes pour coller au standard youtubesque. Avant de commencer à écouter quelques extraits, je vous signale une nouveauté pour cette nouvelle saison puisque j'ai décidé de vous proposer gratuitement un livret numérique de la transcription des podcasts au cas où vous voudriez en garder une trace écrite ou alors si le son vous pose problème. L'URL du livret est dans la description de cette vidéo, tout comme les infos utiles sur Yann Oliveau ou sur le site Océance. Allez, rien que pour vous, je lance un petit jingle. La première question que j'ai posée à Yann Oliveau était de nous dire brièvement quels étaient les risques pour notre santé à utiliser une eau non filtrée, du chlore et du calcaire, pour prendre une douche chaude. Voici ce qu'il m'a répondu. Alors, on va parler du chlore, par exemple. Le chlore, le problème vient de la voie d'exposition sous la douche. C'est une voie respiratoire, en sachant que la voie cutanée et la voie respiratoire, on a un contact direct avec les muqueuses pulmonaires, par exemple. Alors que lorsqu'on ingère la voie orale, il faut que ça passe toute la barrière digestive. Donc, les substances que l'on inhale pose vraiment des problèmes parce que ça passe directement dans le sang. Or, le chlore, il y a une étude faite sur Rennes, puisqu'on a une école de santé publique, la seule qui existe en France, elle est à Rennes, et dans les sous-sols du laboratoire des eaux, il y avait une douche expérimentale, la seule en France, où on mesurait tous les produits volatiles qui se dégageaient lors de la douche. Et ils ont montré, par des mesures assez fines, que grosso modo, on inhale 100 fois plus de chlore sous la douche que l'on en boit dans l'eau de robinet. Et puis il y a aussi la voie cutanée, puisque le chlore est un irritant, sans compter donc les désagréments sur la peau et sur les cheveux. Sur les inconvénients du calcaire, sur notre corps, ça peut être des problèmes cutanés avec des peaux asséchées à cause d'une trop grande dureté de l'eau, des problèmes capillaires avec des cheveux secs, une espèce de poudre de calcaire sur les cheveux. Voilà, ce sont les inconvénients entre guillemets sanitaires. C'est plutôt des problèmes cutanés et capillaires pour le tartre. Ensuite, j'ai trouvé utile de demander à Yann Oliveau de nous rappeler pourquoi on utilise le chlore et le calcaire pour le traitement de l'eau du robinet. Le chlore, bien sûr, c'est à visée désinfectante. C'est un antibactérien, c'est un oxydant, donc un antibactérien. Et on l'utilise donc à des fins de désinfection microbiologique. Alors, en sachant que depuis le plan Vigipirate, en novembre 2003, on a augmenté les doses de chlore et la législation prévoit que dans les réservoirs, on doit avoir 0,3 mg par litre de chlore et on vise au point dans les réseaux de distribution, on vise une concentration minimale de 0,1 mg par litre. Voilà, ça c'est pour les normes, mais le chlore on l'utilise à des fins de désinfection. J'ai pas compris. Le calcaire, tu as dit à des fins. Le carbonate de calcium et le tartre, pour être plus large, sel de calcium et de magnésium. Les opérateurs, comme dans ma ville à Rennes, où on a des eaux douces et donc acides, on en utilise pour protéger les tuyaux. Effectivement, une eau qui est acide avec peu de calcaire, peu de calcium et de magnésium, les tuyaux se corrodent beaucoup plus
utilise du chlore et du calcaire. Par la suite, j'ai demandé à Yann Olivo de nous parler des solutions qu'il existe pour mesurer la quantité de chlore et de calcaire présents dans notre eau, dans le but d'évaluer le risque auquel on s'expose potentiellement à chaque fois que l'on prend notre douche. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution peu coûteuse, disponible en magasin ou sur Internet, très connue des aquariophiles, comme le Aquatest 6 en 1, pour lequel je vous ai mis un visuel sur l'image de la vidéo. Oui, alors soit on a des bandelettes réactives, l'Aquatest en est un qu'on trouve dans les magasins d'aquariophilie. Bon, comme ce sont des bandelettes réactives, ça donne une idée, c'est pas très précis, mais c'est quand même extrêmement utile. Les aquariophiles, au passage, connaissent très bien les problèmes de qualité de l'eau. Donc, dans ces bandelettes réactives, 6 en 1, on mesure le pH, les nitrites, les nitrates, le TH, c'est-à-dire la dureté de l'eau, le chlore, et un autre paramètre qui est le TAC. Donc, pour le chlore, on a des bandelettes réactives qui donnent une idée du taux de chlore que l'on a dans l'eau. Pour la dureté de l'eau, on peut être beaucoup plus précis avec des réactifs sous forme liquide. Moi, comment faire, qui s'appelle c'est Total Hardness, ça existe sûrement aussi dans des magasins, notamment d'aquariophilie. Donc, c'est des réactifs liquides et ça permet de mesurer le pH, le titre hydrotrimétrique, au degré près. Voilà, donc moi j'ai fait sur mon eau du réseau à Rennes, et c'est comme ça que j'ai trouvé qu'à Rennes, on était à 18 degrés français. Bon, je suis allé, à 50 km de là en campagne, on avait 17 degrés. Donc voilà. Donc c'est par des réactifs liquides qu'on peut mesurer au degré près la dureté de l'eau, le TH. Une eau correcte, elle est, si je te comprends bien, elle est en dessous de 18, c'est ça? Alors, ça dépend des sources, mais 1 degré français, parce que chaque pays en Europe a sa définition. 1 degré français, je vais être très rapide, c'est 4 mg de calcium ou 2,4 mg de magnésium ou encore 10 mg de carbonate de calcium, CaCO3. Donc 1 degré français, c'est 10 mg de carbonate de calcium. On considère, selon les sources, on a des références un peu différentes, mais ça revient au même, qu'entre 0 et 5 degrés, on a une eau très douce. Entre 6 et 10 degrés, une eau douce. Entre 11 et 15, on commence à parler d'eau moyennement dure. Entre 16 et 30, de l'eau dure. Et au-dessus de 30, ça peut aller jusqu'à 50, des eaux très dures. Je vous rappelle, Montpellier, ce serait environ 45 degrés français. Enfin, j'ai demandé à Yann Olivo de nous faire un topo de toutes les solutions pour filtrer le chlore et le calcaire, sans donner bien sûr le moindre nom d'une marque. Et voici sa réponse. Alors donc, je vais différencier chlore et sous-produits de la chloration du tartre. Pour le chlore, c'est relativement, il y a des solutions efficaces, assez bon marché. Principalement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, soit c'est des pastilles de charbon actif, granulés, qui vont absorber le chlore, pas absorber le chlore, c'est-à-dire le retenir en surface. On a aussi des pastilles de vitamine C, qui vont permettre de neutraliser le chlore. Et on a un autre procédé à base de zinc et de cuivre, qui est le procédé KDF. Et le KDF, c'est assez intéressant puisque ça élimine le chlore très efficacement, plus de 98%, les chloramines dont j'ai parlé. Ça réduit au passage la teneur en métaux lourds et ça a un aspect de réduction du tartre
Mais là, j'ai pas plus de précision. Mais le KDF, c'est surtout très efficace et relativement bon marché pour éliminer le chlore et ses dérivés, notamment les chloramines. Donc on a une solution pour le chlore. Charbon actif granulé, vitamine C, KDF. Ok, donc ça c'est des solutions à bon marché pour le chlore. Mais se pose le problème du calcaire. Et... Alors, le problème du calcaire, c'est pas un problème simple puisque il existe lorsqu'il existe des solutions efficaces, elles ne sont pas bon marché. Ça, je pense à peu près avoir fait le tour en disant des solutions efficaces et bon marché. Non. Alors, en gros, si je dois résumer les systèmes anti-TAP, soit on a des systèmes chimiques que sont les adoucisseurs avec des résines échangeuses d'ions. En gros, ces résines échangeuses d'ions, c'est des billes, c'est des gros cylindres avec des billes en plastique et un revêtement de sodium, de sel de sodium. Et quand il y a contact avec les sels de calcium et de magnésium de l'eau du robinet, ces résines vont absorber le calcium et le magnésium et vont libérer le sodium en échange. C'est pour ça qu'on parle de résine échangeuse d'ions. Et puis aussi, on a les sels de polyphosphate. Voilà. Alors, il faut toujours raisonner, pour moi, en termes comptables. S'il y a une colonne plus, il y a une colonne moins. C'est-à-dire quels sont les avantages et quelles sont les limites et les inconvénients. Les adoucisseurs, vous avez à peu près un contrat à vie, vous avez une maintenance annuelle. Voilà, c'est volumineux et il faut changer ces résines environ une fois par an. Alors, il y a quelqu'un qui m'a précisé un jour, un interlocuteur, qui me dit, les adoucisseurs, ça marche sur l'eau chaude. Parce que le problème du calcaire, ça concerne aussi bien sûr l'eau chaude. Et lui me dit, oui, mais moi je me suis payé un adoucisseur à titre volumétrique, là c'est très technique, qui marche aussi bien sur l'eau chaude que sur l'eau froide. Voilà. Deuxième solution chimique, je fais rapide, les sels de polyphosphate, voilà, qu'on trouve dans les grands magasins de bricolage. Bon, voilà, une durée de vie aussi limitée, donc c'est à renouveler. Voilà. Un des inconvénients, c'est que ça va avoir aussi une incidence sur la pression au réseau, outre le prix et surtout la maintenance, le coût de la maintenance. Ensuite, on a les systèmes physiques que je vais classifier en 3. Les aimants, donc tout ce qui est magnétique, les systèmes électromagnétiques. Là, c'est des petits boîtiers électroniques qui envoient des fréquences dans l'eau. Alors, moi, j'en ai fait construire un. Bon, j'ai vu qu'il y avait un moindre dépôt de calcaire sur mon pare-douche, mais ça n'a pas réglé vraiment à 100% la solution. On a aussi des solutions efficaces que sont des solutions par électrolyse galvanique, c'est-à-dire que c'est des cylindres dans lesquels on a une anode sacrificielle en zinc, c'est-à-dire une anode qui va réagir avec les sels de calcium et de magnésium, et on a une garantie de quelques années puisque l'anode est finie par s'éroder, Voilà, donc durée de vie de quelques années. Et une dernière solution qu'utilisent par exemple les embouteilleurs en Champagne, c'est de rajouter du gaz carbonique dans l'eau. Donc on a une bobonne de gaz carbonique et on injecte du gaz carbonique dans l'eau pour le dépôt. Alors, en sachant que ces systèmes anti-TAP, certains ont une action sur l'eau de votre réseau et d'autres ont une action sur l'eau de votre réseau plus sur le tartre déjà formé. Merci d'avoir suivi ce podcast audio.
Pensez à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié et à vous abonner à la chaîne YouTube Océance. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.